Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction de l'évaluation du chapitre sur les mélanges. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une évaluation, il y a donc une note à la fin, mais cette note ne va pas compter dans votre trimestre. En revanche, elle me permet de savoir quel est votre niveau de maîtrise, donc à quel niveau vous avez compris et à quel niveau vous avez maîtrisé les notions sur ce chapitre. Allez, en route! Associez à chaque terme la bonne définition. Donc ici, vous aviez 4 termes, les 4 notions importantes du chapitre. Ici à droite, vous pouvez voir la leçon qui est affichée. Et donc à chaque fois, vous deviez déplacer les étiquettes de droite pour les associer. Donc une substance composée de plusieurs constituants distincts, c'est donc un mélange, dont les différents constituants ne sont pas distincts à l'œil nu, c'est un mélange homogène. Distinct à l'œil nu, c'est un mélange hétérogène. Donc ici, on devrait avoir, on vérifie, un corps pur est une substance composée d'un seul constituant. Un mélange est une substance composée de plusieurs constituants distincts. Un mélange homogène est une substance dont les différents constituants ne sont pas distincts à l'œil nu. Et un mélange hétérogène, c'est une substance dont les différents constituants sont distincts à l'œil nu. Donc c'était juste une application directe de la leçon. Complétez le schéma du mélange obtenu après agitation et sans oublier les légendes. Donc ici, je vous précisais comment utiliser cet éditeur, donc cette page qui vous permet de faire des dessins. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez à chaque fois enlever cette petite étiquette de consigne là. Si elle vous embête, par exemple, vous pouvez très bien appuyer sur ces silhouettes pour la faire disparaître. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'il faut faire, on a deux cas. Eau plus sirop, eau plus sable. Donc si on dézoome un peu, vous deviez dessiner le résultat après agitation. Donc on a de l'eau dans les deux cas, on va prendre notre trait pour faire un trait vertical et plat, horizontal et plat, qui représente le niveau de l'eau. Ensuite, on a eau plus sirop. Eau plus sirop, vous savez que ça se mélange, que ça devient un mélange homogène. Ça veut dire qu'on ne voit plus les différents constituants. Donc, c'est tout ce que nous avons à marquer. On va légender notre tube à essai ici et notre contenu ici. On rajoute du texte là. Donc là, je mets tube à essai parce qu'on n'oublie pas qu'il faut la légende même pour le matériel. Alors là, vous me voyez avoir un des problèmes qu'il y a. Allez, on le retente. Texte. Tube à essai, je disais. Ok. Ensuite, ici, nous avons le contenu. Le contenu, c'est eau plus sirop. Pour la partie de droite, maintenant, on voit eau plus sable. Eau plus sable, vous savez que le sable ne va pas se dissoudre. Vous avez donc un mélange qui est hétérogène. Vous voyez le sable au fond. Je ne vous demandais pas de colorier, mais comment est-ce qu'on fait pour distinguer les deux parties? Donc l'eau, c'est un liquide, vous devez obligatoirement le représenter par une ligne horizontale et plane. En revanche, le solide, on le fait en général par quelque chose qui n'est pas droit volontairement. Et là, on va remettre nos traits. Cette fois-ci, nous en faut 3, puisqu'on a le sable au fond, l'eau comme ça, et toujours le tube essai que je ne remets pas puisqu'on l'a mis ici, que c'est exactement la même chose. Donc là, nous allons écrire notre eau. Et là, nous allons écrire notre sable. Alors, hop, hop, on reprend les mêmes et on recommence. Sable. Voilà, donc je sais que ce n'est pas facile avec le logiciel, que les dessins sont pas évidents à faire. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai fait, c'est pas optimal, mais ça suffit pour que je comprenne que vous avez compris. Là, vous aviez la correction qui vous était proposée tout de suite après. Quelle est la définition de la solubilité? Encore une fois, c'est une question de cours, elle est marquée ici. On appelle solubilité la masse maximale de soluté, sous-entendu de solide, que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant, donc qui est un liquide qui va être capable de dissoudre le solide.
Vous deviez mettre la réponse ici et je vais vous donner la réponse juste après. Je vais vous donner cette réponse pour la suite en fait, vous allez voir. Alors, pour chaque proposition, identifiez l'erreur. Là-dedans, il y a une erreur, il y a une faute de Laura. Corrigez-la à l'aide de vos connaissances. Donc, en discutant avec différents élèves pendant les classes virtuelles, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que je n'ai pas souligné ou je n'ai pas indiqué quel mot ici me posait problème. Et donc, vous avez pu corriger de manière différente. Et le logiciel a compté faux. Donc, encore une fois, la note, c'est pas le plus important. Il faut juste que vous ayez compris. Donc, par exemple, ici, l'eau et l'huile sont deux liquides non solubles. Là, ça ne va pas, c'est le mot soluble qui ne va pas. Parce que soluble, ça s'applique à un solide qu'on va dissoudre dans un liquide. Là, on parle de deux liquides ensemble qu'on peut mélanger ou pas, en l'occurrence, puisque l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc la correction, il faut dire que ce sont deux liquides non miscibles. Donc là, la correction que moi j'attendais, c'était remplacer le mot soluble par miscible. Vous pouviez avoir écrit non miscible, ça vous comptait faux, mais en fait vous aviez raison. L'important c'est que vous savez si vous avez raison ou faux. L'eau salée est une solution car elle est composée d'un soluté de point l'eau. Là, deux choix. Soit vous changez le mot soluté en remplaçant du coup solvant, puisque l'eau est le solvant, c'est ce qui va dissoudre. Soit vous remplacez le mot eau par le vrai soluté qu'il y a dedans. Et le soluté dans l'eau salée, ce n'est pas l'eau, c'est le sel. Pour effectuer une décantation, il faut un filtre, un entonnoir et un Erlenmeyer. Correction, ici le plus simple que j'attendais de vous, c'était de changer ce mot-là, puisque cette description-là, ce n'est pas la description de la décantation, c'est la description de la filtration. La solubilité a pour unité le gramme par millilitre. Donc là, la unité, ça ne va pas, c'est le gramme par litre, souvenez-vous. Par exemple, le sel, on peut dissoudre 360 grammes de sel par litre d'eau. Le mélange eau plus gaz est un mélange homogène. Correction, ce n'est pas un mélange homogène parce que nous pouvons voir, alors hétérogène, nous pouvons voir les bulles. Du moment qu'on voit les bulles de gaz à l'œil nu, on peut distinguer les constituants, donc c'est un mélange hétérogène. Ah, oui. Donc pour conserver les bulles de son soda, Romain met sa bouteille une fois ouverte au réfrigérateur. Ici vous aviez trois documents. Un document qui vous montre la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau en fonction de la température. Donc lorsque la température est de 0 degré, la solubilité est de presque 3500 mg par litre. Et lorsque la température est de 80 degrés par exemple, on se retrouve à peu près à 250 mg par litre, c'est-à-dire beaucoup moins. On avait une définition, la solubilité d'un gaz représente la masse maximale de gaz qui peut être dissous dans un litre de solution. Et la température moyenne d'un réfrigérateur entre 0 et 7 degrés. Donc là, c'était une question problème. Vous n'aviez pas de question intermédiaire, vous deviez juste répondre à une question à l'aide de tous les documents et de présenter cette question. Donc la question, c'était pourquoi est-ce qu'il vaut mieux conserver une boisson gazeuse au réfrigérateur? Donc là, je vous rappelais ce que je vous ai mis dans la précédente évaluation. Donc pour vous aider, je vous rappelle la méthode. Il faut lire les trois documents, trier les informations, donc repérer dans chaque document en quoi est-ce que ce document vous donne une information qui répond à la question. Organiser son raisonnement, donc ça c'est la mise en forme. Vous devez faire des paragraphes, des phrases courtes, noter le document dans lequel vous avez trouvé l'information et toujours finir par une conclusion. Donc là, c'était un texte long que je notais moi, que je lisais moi. C'est pas le logiciel qui le fait tout seul. Et je vous proposais derrière une correction pour que vous voyez directement ce que j'attends. Bien sûr, on n'est pas au mot près. Mais cette correction, elle vous permet, si vous êtes complètement perdu, d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, une réponse à ce genre de questions. Donc la première chose qu'on pouvait dire, c'est que d'après, vu qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'il vaut mieux conserver une boisson gazeuse au réfrigérateur, il faut voir les caractéristiques du réfrigérateur. Donc d'après le document 3, on constate que la température à l'intérieur est comprise entre 0 et 7 degrés. Et si on regarde dans le document 1, en quoi est-ce qu'il nous sert ce document? À comparer les températures, donc il va bien falloir qu'on regarde. On observe les variations de solubilité en fonction de la température. Il faut préciser que le dioxyde de carbone dont on parle ici, c'est bien le gaz qui est contenu dans le soda. Ça peut paraître bête, mais ça a été dit nulle part.
et quand vous le marquez, vous montrez que vous avez cette connaissance. Et on peut constater que lorsque la température diminue, la solubilité du CO2 augmente. On voit même sur la courbe qu'entre 0 et 7 degrés, la solubilité est comprise entre 2400 et 3400 mg par litre. D'après toutes ces informations, on peut affirmer qu'il est préférable de conserver une boisson gazeuse au réfrigérateur, et là on aurait pu compléter, pour garder un maximum de gaz dissous soluble dans l'eau. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous gardez votre bouteille à température ambiante, donc vers 25 degrés, là, qui commence à faire plus chaud, vous allez avoir beaucoup moins de gaz qui va pouvoir rester dans l'eau chaude. Donc il y en a beaucoup qui va sortir de l'eau. C'est ce que vous entendez en fait quand vous débouchez une bouteille. Le bouchon, ce que vous entendez, c'est le gaz qui s'échappe. Pourquoi est-ce que ce gaz il s'échappe? Parce qu'il est passé en fait de l'eau, où il était dissous à l'intérieur en forme de petites bulles. Il est sorti de l'eau et en fait il est resté piégé dans l'espace, le tout petit espace vide là qu'il y a entre l'eau et entre le bouchon. Et donc plus vous allez être à forte température, donc à température ambiante sur votre table, moins vous allez pouvoir garder de gaz dissous. Donc la majorité du gaz va partir dans cet espace libre. C'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, votre boisson elle n'a plus de bulles. La grand-mère de Léon décide de pulvériser de la bouillie bordelaise sur ses pieds de tomates afin d'éviter l'apparition de champignons. Elle mélange 75 g de sulfate de cuivre dans 5 litres d'eau. La solution est bleue. Pour savoir si la solution peut devenir encore plus bleue, Léon demande à son professeur d'estimer expérimentalement la valeur de la solubilité du sulfate de cuivre dans l'eau. Il verse alors 100 ml d'eau dans un bécher, puis il ajoute différentes masses de sulfate de cuivre et agite le mélange. Voici les résultats obtenus. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il se demande si la solution peut être encore plus bleue. Ça sous-entend qu'il veut voir s'il peut dissoudre plus de sulfate de cuivre que 75 g dans 5 litres d'eau, tout en le gardant dissous. Donc il veut être sûr en fait qu'il ne va pas atteindre la valeur maximum de solubilité, donc il ne va pas atteindre le moment où il ne peut plus en dissoudre. Là, ça doit vous rappeler quelque chose quand même. Je vous remettais ici exactement le même protocole qu'on avait vu ensemble dans l'activité contrebande du sel. Donc vous deviez lire facilement ce tableau puisqu'on l'avait déjà vu ensemble. Donc première question, quelle est la masse maximale de sulfate de cuivre que Léon a réussi à dissoudre dans 100 ml d'eau? Là on vous dit qu'il verse 100 ml d'eau dans un bécher et qu'à chaque fois il ajoute certaines masses qu'il agite et qu'il observe. Donc il faut savoir quelle masse maximale il a réussi à dissoudre. Donc en fait il faut aller jusqu'au moment où il peut dissoudre. Donc ici, la masse maximum qu'il a réussi à dissoudre dans 100 ml d'eau, c'est 20 g, puisqu'à 25 g, ce n'est pas dissous. Donc ici, je vous disais de rentrer un nombre sans unité pour que le logiciel puisse corriger tout seul. La solution préparée par la grand-mère de Léon est-elle saturée? Détaillez vos calculs et votre raisonnement. Donc ici, il a eu une valeur, Léon. Il a vu qu'il ne pouvait pas donc dissoudre plus de 20 g dans ces 100 ml d'eau. La question c'est, est-ce que sa grand-mère, quand elle a mis 75 g dans 5 litres d'eau, est-ce que oui ou non, elle a atteint cette valeur maximum, ou est-ce qu'en fait elle pourrait en mettre encore plus? Donc là, c'est une question de calcul, de conversion, et après de conclusion là-dessus. Donc vous deviez rentrer votre réponse ici, et je vous donnais comme d'habitude la correction juste après. Donc on sait qu'une solution est saturée lorsque le solvant, ici l'eau, ne peut plus dissoudre le soluté, c'est-à-dire le sulfate de cuivre, donc lorsqu'on a dépassé sa valeur de solubilité. Pour vérifier si la solution préparée est saturée, il faut calculer la masse maximale de sulfate de cuivre que l'on peut dissoudre dans 5 litres d'eau. Donc Léon, il a fait des tests sur 100 ml pour ne pas gaspiller, ensuite il faut juste multiplier. Il a fait dans 100 ml, il veut voir dans 5 litres d'eau de sa grand-mère. Et donc 5 litres d'eau, déjà, il faut le mettre en millilitres. Donc ça fait 5000 millilitres. Donc sa grand-mère a mis 50 fois plus d'eau. Il sait qu'il peut mettre au maximum 20 g dans 100 millilitres. Donc il faut aussi multiplier par 50 pour savoir combien il peut mettre au maximum dans 5 litres.
Donc, finalement, comme on sait que la masse et le volume sont proportionnels, on multiplie par 50 la masse de cuivre, le volume et la masse. Et quand on fait le calcul, il pourra dire à sa grand-mère que dans 5 litres d'eau qu'elle utilise, elle peut mettre jusqu'à 1000 grammes de sulfate de cuivre en arrivant à le dissoudre. Donc, Léon, comme la grand-mère de Léon n'a mis que 75 grammes de sulfate de cuivre dans sa solution, 75 grammes c'est très inférieur aux 1000 grammes maximum qu'il peut mettre, donc la solution n'est pas saturée. La betterave à sucre est utilisée en France pour produire le bioéthanol, carburant destiné aux moteurs à essence. Voici les différentes étapes de la fabrication. Donc ici, vous deviez lire le document avec les étapes 1, 2, 3, 4. Et regardez là, c'était ce qui correspondait c'était les images qui correspondaient aux différentes étapes. Alors, première question. Quelle propriété du sucre lui permet de passer dans l'eau lors de l'étape numéro 1? Entrez en un seul mot dans la réponse, pas de phrase, puisqu'ici on veut une réponse courte. Alors si on regarde l'étape 1, les betteraves sont découpées et placées dans de l'eau. Le sucre présent dans les betteraves passe alors dans l'eau. Un jus appelé jus vert est obtenu. Donc la réponse c'était la solubilité. Le sucre va être capable d'aller depuis la betterave jusque dans l'eau, puisque le sucre est soluble dans l'eau. Comme je vous demandais la propriété, il fallait donner le nom, et donc le nom c'est la solubilité. Sachant que la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés, est-ce que l'eau ou l'éthanol qui se vaporise en premier lors de la distillation et justifiez votre réponse? Il fallait chercher l'info, je ne vous disais pas dans quelle étape, mais il y avait quand même une information en gras. On vous dit que l'éthanol a une température d'ébullition de 78 degrés, et je vous rappelais que l'eau a une température d'ébullition de 100 degrés. Donc est-ce que c'est l'eau ou l'éthanol qui se vaporise en premier? C'est l'éthanol, puisque sa température d'ébullition est inférieure à celle de l'eau. C'était ça la justification. Vous avez ici la correction. Quel élément du montage de distillation permet d'obtenir de l'éthanol pur à l'état liquide? Expliquez pourquoi. Là, ça faisait appel, je vais mettre votre leçon à droite, ça faisait appel à cette partie-là de la leçon. Donc la distillation, le montage en laboratoire ou en industrie, c'est ce que je vous expliquais. Et surtout, est-ce que vous aviez bien compris à quoi servaient les différentes parties, les différents éléments de ce montage? Et donc, la question là, elle était quel élément permet d'obtenir de l'éthanol à l'état liquide? Donc il fallait se concentrer, il fallait chercher quel élément permettait, puisqu'on chauffe, permettait de retrouver de l'éthanol à l'état liquide. Donc la réponse, c'était le réfrigérant, c'est cette partie-là. En effet, lorsque l'on chauffe le liquide qui est ici, il passe sous phase, il passe à l'état physique gazeux, donc de vapeur. Les vapeurs montent dans ce tube et ensuite, comme là c'est fermé, elles vont continuer leur chemin dans ce tube-là. Et il faut qu'à cette étape-là, si on veut pouvoir récupérer un liquide ici, il faut qu'à cette étape-là, on refroidisse la température de ces vapeurs pour repasser de l'état gazeux à l'état liquide. Donc c'est pour ça qu'ici on a ce qu'on appelle un réfrigérant qui refroidit, et il refroidit par circulation d'eau froide. Quatrième question, c'était une question d'ouverture, voir ce que vous pensiez, les connaissances que vous aviez. Quel est l'intérêt d'utiliser du bioéthanol plutôt que de l'essence traditionnelle, sachant que l'essence traditionnelle est issue du pétrole? Répondre par une phrase. Je vous proposais comme correction l'intérêt d'utiliser du bioéthanol par rapport à l'essence traditionnelle est que dans un premier temps, il pollue moins la planète, puis dans un deuxième temps, il est fabriqué grâce à des produits naturels inépuisables. Cela en fait un carburant renouvelable, alors que le pétrole est une ressource qui finira par s'épuiser. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à court terme, quand on compare la pollution d'une voiture qui fonctionne à l'éthanol et d'une voiture qui fonctionne à l'essence, l'éthanol pollue moins. Il y a moins de molécules nocives qui sont libérées dans l'atmosphère. Mais surtout,
c'est un carburant qui est fait à partir de betterave. Donc la betterave, il est possible d'en planter aujourd'hui la quantité qu'on veut, et il est possible d'en récolter pour avoir toujours un certain stock qui ne s'épuise pas. Ce qui fait que c'est un carburant renouvelable, puisque vous savez que le pétrole a été formé il y a des milliers d'années par décomposition d'animaux, de plantes, etc. Et donc ces quantités de pétrole qui ont mis des millions d'années à se former et qu'on trouve actuellement encore sous terre, ces quantités-là, elles ne se renouvellent pas. C'est pour ça que le pétrole est une ressource qui finira par s'épuiser. Et les différents chercheurs du monde entier ont estimé que le pétrole s'épuisera aux alentours de 2050 si on continue à l'utiliser de cette façon-là. Voilà, c'est fini pour cette évaluation. On se retrouve pour la correction du premier thème, du thème 2, la Terre, un réservoir d'énergie. Prenez soin de vous.